Liz Cheney, évincé de la hiérarchie républicaine à la Chambre, le parti est plus que jamais celui de Donald Trump, mais fait-il le bon choix? Joe Biden invite les républicains à la Maison-Blanche dans l'espoir d'obtenir leur soutien à son ambitieux plan d'infrastructure. L'écart reste grand, mais un certain optimisme souffle. 28 milliards de dollars pour sauver la restauration, secteur le plus touché par la pandémie, mais cette manne du plan de relance vient-elle être trop tard? Entretien avec Hugues Cossard, chef et instructeur culinaire à l'université Stratford. La chaîne NBC ne retransmettra pas les Golden Globes de 2022. L'association de la presse étrangère de Hollywood, qui les décerne, est accusée de racisme et de sexisme. Pourquoi cette campagne de la part d'une industrie plus habituée à courtiser les journalistes étrangers qu'à les attaquer? Ici Claude Porcella à Washington. Bienvenue à cette nouvelle édition de Point USA, une émission hebdomadaire qui s'adresse plus particulièrement à un public francophone et francophile, avec pour objectif de discuter en français de l'actualité américaine, en compagnie de René Lake, analyste politique et directeur de presse, Dennis Beaver, avocat et chroniqueur juridique à Bakersfield, en Californie, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain, et notre invité du jour, Hugues Cossard. Le courage en politique n'est pas toujours récompensé, du moins sur le court terme. Liz Cheney, pour avoir essayé de sauver l'honneur du Parti républicain, vient de mettre en péril son avenir. Elle a été chassée par les siens en 15 minutes de son poste de numéro 3 dans la hiérarchie du parti à la Chambre. Son crime, avoir continué de s'opposer à Trump, qui refuse toujours d'accepter les résultats de l'élection, ainsi que sa responsabilité dans l'invasion du Congrès par ses partisans le 6 janvier. Dennis Beaver, que pensez-vous du traitement de votre parti à l'égard de Liz Cheney? Quel embarras, quel cauchemar. Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'Amérique, pour notre avenir? Nous sommes en train de voir, comme je l'ai dit il y a une semaine, une vraie dégringolade de notre démocratie. Je pense que notre parti républicain est en train de disparaître. Et dans l'avenir, alors c'est pas très brillant pour l'Amérique. Nous sommes vraiment en danger de perdre ce qu'on est, notre démocratie. C'est tellement triste, ces gens qui veulent pas entendre la vérité. Ils veulent entendre les mensonges, soutenir Hitler, Mussolini. C'est ce qu'on voit actuellement dans ce pays, des années 30. Oui, c'est vrai, Denis, le parti traditionnel républicain, celui de Reagan, celui des Bush, n'existe plus. Et Herman, je me tourne vers nous parce que vous avez noté que Kevin McCarthy, le chef de la minorité à la Chambre, à sa sortie de la Maison-Blanche, où il avait été reçu avec les autres leaders de la Chambre et du Sénat, a fait cette déclaration. Il a reconnu que Joe Biden était le président des États-Unis. Or, c'est exactement ce qu'a dit depuis le 6 janvier Liz Cheney. C'est vrai, et c'était une déclaration sensationnelle. Ça m'étonne que la presse n'a pas fait beaucoup de bruit autour de cette déclaration, parce qu'en effet, il a répudié Donald Trump, qui ne cesse pas de dire « c'est moi qui ai été élu, que Biden a volé mon élection ». Ce que McCarthy n'a pas dit, c'est que Trump parle un grand mensonge. Ce que Liz Cheney ne cesse pas de dire. Trump donne au public un grand mensonge. McCarthy n'a pas parlé de ça, donc la presse n'a pas fait un grand bruit autour de sa déclaration.
Oui, ce qui est assez surprenant. Ceci dit, McCarthy avait plus ou moins reconnu que Biden avait gagné l'élection au moment de l'invasion, peu après l'invasion. Mais évidemment, il était revenu sur ce qu'il avait dit et il était retourné dans le camp de Trump de façon totale. René Lake, la position de Liz Cheney, pour courageuse qu'elle soit, et cela personne ne le dénie, ne pourrait-elle pas être suicidaire politiquement? Oui, Claude, à court terme, on peut le voir comme ça. De toutes les manières, c'est la raison pour laquelle la plupart des autres républicains qui pensent comme elle ne s'alignent pas nécessairement sur ces positions publiquement. En privé, comme vous le savez, avec les amis journalistes que vous avez, beaucoup de républicains, qui soient sénateurs comme congressmen, reconnaissent qu'il s'agit aujourd'hui de construire le Parti républicain sur un gros mensonge. Ils sont conscients du mensonge, mais quelque part, ils ont peur politiquement de s'exprimer publiquement et de se retrouver avec des primaires, avec un candidat encore plus à l'extrême droite. J'allais dire d'extrême droite. Eux-mêmes sont d'extrême droite au point où ils en sont, de mon point de vue, mais encore plus à droite, encore plus à l'extrême, qui soit soutenu par Donald Trump. Donc, pour éviter ce type de situation-là, c'est silence radio. Donc, effectivement, à court terme, c'est peut-être pas un très bon calcul, mais moi, je crois et je pense que c'est ça le jeu qu'elle joue, et je pense qu'elle a raison de ce point de vue-là. Elle joue sur du moyen terme, voire du long terme. À moyen terme, je pense que elle sera gagnante, parce que la voie actuelle dans laquelle s'est engouffré le Parti républicain, elle n'est tout simplement pas viable, Claude. Oui, et d'ailleurs, Herman, vous évoquiez la semaine dernière la possibilité d'un troisième parti. Or, cette idée est envisagée maintenant sérieusement par un groupe d'anciens responsables républicains modérés, comme l'ancienne gouverneure du New Jersey, Christine Todd Whitman. Oui, c'est pas exclu, et ce sera pas la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'il y a un troisième parti. Les républicains a été créé en 1856, c'est-à-dire beaucoup d'années après notre indépendance. Donc, mais en général, ces jours-ci, les troisièmes partis n'ont pas beaucoup de succès. Mais ce que ça peut faire, c'est de diviser le parti républicain, et donc ce sera beaucoup plus facile pour M. Biden d'être réélu en 2024, parce que les républicains vont voter soit pour le parti de McCarthy et soit pour le parti de Trump, n'est-ce pas? Denis, si un tel parti voyait le jour, est-ce que vous seriez prêt à le soutenir? Pas. Je crois pas. Si ça se passe, on va voir l'Amérique avec un seul parti, les démocrates. Fin de notre démocratie. On aura un dictateur comme président. Pas de choix. Vous dites pas de choix, mais non, vous aurez un triple choix. Vous aurez le Parti démocrate, vous aurez le parti de Trump, et vous aurez éventuellement un troisième parti dont nous parlons avec les modérés. Quand je dis pas de choix, ça veut dire que les démocrates, ils vont gagner, ils vont tout gagner, puisque les trois partis, les deux autres n'ont pas suffisamment de voix pour gagner. Mais ça va être un coup de main pour les démocrates. Un coup de grâce pour les républicains et éventuellement troisième parti. Et coup de gras pour l'Amérique. C'est ce dont nous allons discuter dans notre séquence suivante. Une coopération est-elle possible entre démocrates et républicains au sujet du plan d'infrastructure? Discussion après cette pause.
Le président Biden a multiplié les contacts avec les républicains, comme il s'y était engagé au moment de son accession au pouvoir. Il les a invités à la Maison-Blanche pour voir s'il y avait une possibilité d'entente concernant son plan d'infrastructure. Mais René, l'écart reste grand entre le budget proposé par les démocrates et celui proposé par les républicains. Oui, Claude, on se retrouve, c'est le même scénario qui se reproduit. On se retrouve dans la même situation que pour le plan de relance. Quand Biden est venu aux affaires, il était à quoi? Il était à 1,9. Je crois même qu'à ce moment, il était peut-être même à 2,3. Et les républicains ont proposé 600 milliards. On se retrouve dans des situations quasi identiques, dans les mêmes types de proportions. Bon, mais là, peut-être que l'avantage ou l'espoir que l'on peut avoir, auquel vous faites allusion, c'est que bon, le démocrate qui joue un peu le rôle de tampon, puisque c'est la 50e voix dont a besoin les démocrates pour faire passer quelque chose au Sénat, Joe Manchin, pour ne pas le nommer, sénateur de la Virginie de l'Ouest, lui-même avait proposé que, éventuellement, pour s'en sortir, que l'on détache la partie infrastructure humaine, entre guillemets, et infrastructure physique, immobilisation, donc pont, etc., tel qu'on conçoit le mot de manière générale. Donc, peut-être qu'avec une telle astuce, peut-être qu'il pourrait se rapprocher. Le danger de ça, par contre, Claude, c'est que beaucoup de démocrates se disent que s'ils font ça, le deuxième volet, infrastructure humaine, a très peu de chances de passer. Les républicains ne joueront pas le jeu à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas trop. On va voir ce qui va se passer. Il y a encore un long chemin. Oui, mais il y a tout de même des signes encourageants après cette rencontre jeudi entre Joe Biden et une dizaine de républicains conduits par la sénatrice de Virginie occidentale, justement, l'État de Manchin. Il y a tout de même un certain rapprochement des vues. Et effectivement, Joe Biden le disait dans une interview sur NBC ou MSNBC, il n'est pas opposé à cette idée d'un plan d'infrastructure en deux parties, si je puis dire. La première, celle concernant l'infrastructure, parce que c'est le grand débat. Les républicains disent infrastructure, qu'est-ce que vous entendez par là? Et pour eux, c'est l'infrastructure traditionnelle, les ponts, les routes, les aéroports. Alors là, ils sont d'accord donc pour payer. En ce qui concerne l'infrastructure humaine, là, il y a de grosses réticences. Mais Biden serait content s'il avait l'appui des républicains pour la partie infrastructure traditionnelle. Et puis, bon, avec la réconciliation budgétaire pour l'autre partie. Voilà, absolument. Et Manchin, probablement, jouerait le jeu et apporterait sa voix. Ouais. C'est l'élément clé, quoi. Il suffit qu'ils soient d'accord pour que Biden. J'imagine qu'ils imaginent ce schéma-là parce que sans cela, il serait pas partant, quoi. Tout à fait. Donc il y a un petit signe d'espoir qui n'existait pas il y a encore quelques jours. Denis, je voudrais vous poser une question sur cette critique des républicains qui se plaignent que les allocations chômage, qui sont, je crois, de $300 par semaine, sont trop élevées et n'incitent pas les sans-emploi à chercher véritablement du travail. Oui, c'est exact. On voit la même chose ici à Bakersfield, surtout dans la restauration. On cherche des employés. Ils sont beaucoup plus rentables de rester chez eux. Voilà, du fric tombe du ciel, ils font rien, et voilà, ils achètent des bonbons. Au lieu de travailler. On a besoin des gens au boulot. Mais non. L'argent gratuit des démocrates. Bravo! Justement, dans un instant, entretien avec Bossard, un chef français sur la situation des restaurateurs après la pandémie.
Le 5 mai, le président Biden s'est rendu dans un restaurant mexicain de Washington et a commandé 4 tacos. Il a voulu, par cette visite surprise, souligner l'importance qu'il accordait à son plan de revitalisation des restaurants, l'un des secteurs les plus cruellement touchés par la pandémie. Les restaurateurs peuvent faire une demande d'aide pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars selon l'importance de leur commerce. 20 milliards de dollars ont été alloués à la revitalisation dans le cadre du plan de relance de près de 2 000 milliards adopté par les démocrates. Sur ce montant, près de 10 milliards sont réservés aux petits restaurants et bars. Hugues Cossard, vous êtes chef, vous enseignez l'art culinaire à la Stratford University, vous travaillez dans la restauration. Les propriétaires français et francophones vont-ils bénéficier de cette aide? Oui, bien sûr, c'est nécessaire, mais en fait, tous les chefs propriétaires ou les restaurateurs sont vraiment prêts à relancer leur commerce ou leur restaurant. En fait, ils ont été très créatifs durant la pandémie ou le confinement. Je pense que les chefs étaient très créatifs. Ils ont essayé de faire du prêt à emporter, de continuer à cuisiner, aussi de participer aux élans de solidarité, de faire des repas gratuits pour les différentes associations. Aussi, les fournisseurs ont vraiment joué le jeu avec les restaurateurs en leur donnant des produits gratuits pour pouvoir nourrir les plus démunis. Donc, c'était vraiment un élan de solidarité. Mais derrière ça, les entreprises ou les restaurants qui ont fait beaucoup d'actions commerciales au niveau des associations ou de solidarité ont fait de la publicité. Et maintenant, les chefs propriétaires ou les chefs français sont prêts à vraiment à ouvrir leurs restaurants, leurs magasins, les boulangeries, les boucheries, les charcutiers, les chefs. Tout le monde est prêt à recommencer. En fait, ça va dépendre en fait de la relance économique. Est-ce que les consommateurs vont avoir un pouvoir d'achat qui va être suffisant? Est-ce que les gens vont pouvoir aller au restaurant comme avant le Covid? Ça, c'est la grande question que les restaurateurs pensent à ce niveau-là. Donc, bien sûr, les chefs français ont droit aux éléments de solidarité au niveau des subventions. Ça, c'est très important. Je pense qu'ils en ont besoin, mais les chefs sont très, très orgueilleux. Ils veulent vraiment réussir eux-mêmes. Ils peuvent bénéficier de ces avantages, mais en fait, pour eux, ils veulent commencer à avoir leur restaurant au même niveau de chiffre d'affaires comme auparavant. Mais la grande question, l'anxiété qu'ils ont, en fait, c'est de savoir est-ce que les gens sont prêts à retourner au restaurant et à consommer comme auparavant. Donc, en fait, la situation économique ou la conjoncture économique va vraiment donner une réponse aux restaurateurs ou aux professionnels des métiers de bouche. Pour les charcutiers, les boulangers, les bouchers, tous les gens qui sont dans les vins, les bières ou les spirites, c'est très important. Donc, en fait, ça va dépendre de la conjoncture économique. La grande question maintenant, les restaurateurs sont prêts, ils veulent embaucher. Par contre, ils ne savent pas trop à quel niveau ils vont embaucher, en fait. Parce que est-ce qu'on doit avoir une brigade comme avant, avoir une cuisine complète, ou est-ce qu'on devrait avoir une cuisine, une demi-équipe, en fait, si je puis dire. Donc, en fait, ça va se jouer sur la relance économique, en fait. Et justement, Hugues, comme le disait Denis il y a un instant, il y a une difficulté à trouver du personnel. Il faut, quand vous avez un restaurant, il faut des gens pour faire un peu tout. Hein. Il n'y a pas que le chef et le sous-chef. Il y a tout le petit personnel autour. Est-ce que vous prévoyez des difficultés de ce côté-là? Parce que je me trouve en ce moment dans le Delaware, dans une petite ville, une station balnéaire, et ils sont catastrophés parce que normalement, ils reçoivent l'aide des étudiants étrangers, par exemple, qui viennent pour la saison. Cette année, pas possible. Est-ce que vous rencontrez le même cas? Est-ce que vous vous trouvez dans la même situation? Oui, exactement. C'est une très bonne question, M. Porcela. C'est une très bonne question. En fait, il y a deux problèmes ou deux facteurs deux variables qui vont vraiment donner la suite aux événements. En fait, ce sera premièrement, il y a des gens qui ont été licenciés au mois de mars, avril de l'année dernière. Ces gens-là vont peut-être pas revenir dans leur métier initial. Ils ont été
ils ont eu une mauvaise expérience d'être licenciés. Je ne sais pas s'ils vont revenir revenir dans l'industrie pour travailler dans la restauration. Par contre, en fait, les restaurateurs veulent embaucher des gens. En fait, on va être obligé de recommencer à zéro. Il faudra commencer à former les gens, les jeunes gens qui viennent, qui sont prêts sur le marché du travail. Donc, en fait, il va y avoir deux structures. Il va y avoir, est-ce que les gens qui étaient embauchés l'année dernière, est-ce qu'ils vont revenir? Et après, il va falloir aussi retrouver une nouvelle main-d'œuvre. Mais ce sera peut-être plus jeune ou alors des gens qui vont se recycler dans la restauration, mais il va y avoir un laps de temps qui va être très important en fait pour former les gens pour la restauration. Donc en fait, oui, il y aura des gens qui vont revenir dans la force du travail, dans le monde du travail de la restauration, mais les restaurateurs vont être obligés aussi d'embaucher de nouvelles personnes. Et après, pendant que la croissance économique ou la croissance va être relancée, ça va donner un peu de temps aux restaurateurs de former une nouvelle équipe dans chaque restaurant. Donc, en fait, il faut être très optimiste. En fait, il faut vraiment miser sur une relance qui va être pas forcément être très, très rapide, mais cette relance va être dans le temps. Mais je pense que cette relance va être très importante jusqu'à l'été. Et on pense tout au mois de septembre que la relance sera plus importante. Et là, ça va donner un peu plus de temps pour chercher, pour les restaurateurs ou les chefs, de rechercher une main-d'œuvre soit qualifiée ou une main-d'œuvre de base qui devra être formée sur le tas ou alors qui viendra dans nos écoles pour être formée et avoir un diplôme culinaire ou un certificat. Donc, en fait, on va être obligé de jouer sur deux tableaux. Une main-d'œuvre existante, va-t-elle revenir? Si oui, ce sera très bien. Et aussi, il faudra avoir un supplément de main-d'œuvre avec des nouvelles personnes, mais peut-être dans les plus jeunes, qui vont essayer de rentrer dans le monde culinaire. Donc, ce sera les deux variables à regarder depuis de maintenant jusqu'à juillet. Et après, il faudra regarder ça plutôt vers septembre. En fait, vraiment, au mois de septembre, je pense qu'on a une bonne réponse vraiment pour aller jusqu'à la fin de l'année. Mais on espère tous que la relance sera en pleine activité entre septembre jusqu'au mois de décembre. On espère tous cet élan de croissance dans l'économie. Et aussi, il faudra aussi donner l'envie aux gens de retourner dans les restaurants. Et ça, c'est très important aussi. Donc, on va être obligé de savoir aussi le pouvoir d'achat des gens parce que, les gens ont eu des pertes de revenus depuis 1 an. Donc, est-ce que les gens sont prêts à aller dans des événements ou des événements, par exemple, qu'on fait dans les ambassades ou dans les différentes institutions, où les gens, est-ce qu'ils veulent s'offrir un restaurant le vendredi soir ou le samedi soir? Et aussi, est-ce que les entreprises sont prêtes à payer leurs employés pour leur payer le restaurant? Je pense aux gens qui travaillent dans les bureaux dans les villes. Ils vont au restaurant peut-être le vendredi après-midi. Donc aussi, est-ce que les gens vont vraiment recommencer à prendre leurs habitudes de consommation? Des questions de la part de mes partenaires. Est-ce que quand les clients commencent à revenir, est-ce qu'il y aura un problème avec vaccinés et non vaccinés? Ça, c'est une très bonne question. Pour ma part, je suis vacciné parce que comme je suis exposé à beaucoup d'étudiants et je vois beaucoup de monde, les fournisseurs, mes collègues facultés, donc on fait partie des gens qui doivent être vaccinés dans les premières vagues. Donc, je pense que ce sera très important. Et ça va dépendre de chaque restaurant. En fait, il va falloir, je pense que les restaurants, pour leur donner vraiment de plus-value, je pense moi, je serais chef, restaurateur et propriétaire, je demanderais que toute mon équipe soit vaccinée. Parce qu'au moins, au niveau marketing ou de la mercatique, je pense que ça mettra les gens en confiance de venir dans mon établissement, premièrement. Deuxièmement, je voudrais aussi, on parlait de la relance. Est-ce que aussi, il faut regarder aussi les canaux de distribution? Est-ce que les fermiers vont continuer à produire comme avant? En ce moment, on ne trouve pas les produits comme on avait avant mars de l'année dernière. Tout ce qui est produit de première nécessité, les protéines, les légumes et tout ce qui est produit alimentaire, on ne trouve pas tout sur le marché en ce moment. Il y a une pénurie de produits. La sélection de produits est bien moindre qu'auparavant. Donc, en fait, aussi, il va falloir que les fermiers et tous les gens qui sont dans la production alimentaire
vont être obligés d'avoir un peu de confiance et un peu aussi de relancer l'économie en mettant aussi des produits disponibles pour les supermarchés, pour les restaurateurs, pour les bouchers, pour les boulangers. On n'a pas tous les produits qu'il nous faut. Je vois à l'université, quand je passe mes commandes pour mes collègues et pour mes propres cours, des fois, on n'a pas de produits. On a beaucoup de produits qui ne sont pas envoyés. On passe commande, mais le lundi, on a peut-être 3 ou 4 articles qui ne sont pas disponibles. Donc aussi, il va falloir aussi que toute la chaîne de production alimentaire va être obligée de s'y mettre. Comme M. Beaver a mentionné, on veut que tout le monde retourne au travail. Donc, normalement, dans la restauration, on devrait avoir zéro chômage. Tous les gens devraient recommencer à aller travailler à partir de la ferme, à partir des entreprises qui fabriquent des produits alimentaires, jusqu'à la grande consommation, au grand consommérisme, et aussi dans l'hôtellerie. Aussi, l'hôtellerie doit rouvrir. Il faut que les hôtels rouvrent, il faut que les restaurants rouvrent, il faut aussi que tout ce qui est événementiel doit repartir. Donc, par exemple, les ambassades, tout ça doit repartir. Et ça va créer des emplois. Le monde de la gastronomie, en partant de la ferme, de la production jusqu'au consommateur final, tous les acteurs de la vie gastronomique générera des emplois. Et on veut ça. Tous les gens de la profession, on veut que on retrouve le plein emploi. C'est nécessaire pour la relance de notre économie, de notre industrie. Très bien. D'autres questions? Oui, j'ai une question. Oui, Chef, ma femme et moi, on a bouffé hier soir, c'était mon anniversaire, dans un steakhouse. Ça coûtait presque $100 et c'était pas fabuleux. Pensez-vous qu'on va voir ce coup de matraque et pourquoi les prix sont tellement élevés? Et qu'est-ce que ça veut faire? Ça va inviter les gens ou les gens vont dire non, ça suffit, je peux pas le faire, je peux pas m'offrir ça. Monsieur Beaver, vous avez entièrement, votre question est vraiment, c'est vraiment beau. Au niveau consommateur, c'est la question qui va se poser. Bon, il faut pas qu'on se mente, il faut voir la vérité en face, en fait. Bon, l'économie, quelle est la situation de l'économie en ce moment? Il y a inflation. Il y a une inflation. Les produits deviennent plus rares, donc il y a moins de produits sur le marché. La demande va commencer à augmenter. L'offre est toujours faible. Donc, ce qui va se passer, les prix vont aller vers le haut. Il va y avoir une augmentation des prix, une inflation avec moins de produits disponibles sur le marché. Donc, en fait, c'est pas la faute au chef ou au restaurateur. C'est pas la faute au fermier. C'est que, l'économie redémarre, mais en fait, il va y avoir une inflation. L'essence commence à augmenter. Les coûts de revient des matières premières va augmenter. Donc, en fait, qui c'est qui va compatir? Ce sera le consommateur final. En fait, donc les prix vont augmenter. Mais ce sera général, ce sera dans l'industrie alimentaire, c'est sûr, dans la restauration, dans les métiers de bouche en général, il y aura une augmentation. Nous pensons vraiment que vers avril de l'année prochaine, il va falloir que la confiance recommence à revenir. Les gens vont commencer à produire. Les gens vont commencer à aller au restaurant, ils vont regagner leurs habitudes comme auparavant. Et ça, ce sera vraiment l'équation et les variables à suivre à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine. En fait, on veut la confiance, on veut que les gens reprennent confiance à produire et on veut aussi que les consommateurs reviennent. Et après, les prix vont commencer à baisser un peu. Mais là, on est dans une phase d'inflation. Après chaque crise, si on regarde les cycles économiques contre ATF et tout ça qu'on a appris à l'université, donc tous ces cycles économiques vont et partent. Mais à partir de chaque crise, même après les guerres, les économies n'ont jamais redémarré tout de suite. On faut pas se mentir non plus. Il va y avoir une progression lente, mais il faut que les gens prennent confiance à vraiment participer à l'élan économique, à créer de la valeur ajoutée. Si on crée de la valeur ajoutée, ça ira bien. Le pays ira bien, l'économie va augmenter, la croissance va être présente. Et après, les gens vont être en confiance. Quand les gens sont en confiance, les gens consomment plus. Et en fait, de notre côté, on va produire plus. Et ce sera vraiment les variables économiques et aussi la volonté politique. Mais en ce moment, la volonté politique est présente. Mais il faut que tous les acteurs de la vie économique
s'y prennent et prennent confiance et on a de l'élan de solidarité pour tout le monde. On est tous intégrés dans cette chaîne des produits alimentaires. Il faut qu'on regagne de la confiance. Et là, en espérant peut-être au mois de septembre que les prix vont commencer à être stabilisés, mais pendant l'été, ce sera dur, c'est vrai. Bien, espérons, Hugues, que ce moment viendra bien vite, car bien manger fait part de l'art de bien vivre. Merci en tout cas, Hugues, et tous nos vœux à votre profession. Je rappelle que vous êtes chef et enseignez l'art culinaire à l'université Stratford. Merci et revenez nous voir bientôt. Merci, c'était un plaisir de participer à cette émission. Je vous remercie beaucoup. L'Association de la presse étrangère de Hollywood accusée de racisme et de sexisme. Les détails après cette pause. L'Association de la presse étrangère de Hollywood, qui décerne les Golden Globes, mise au pilori pour ne pas compter parmi ses quelques 80 membres, tous des journalistes étrangers, aucun représentant d'une minorité depuis 2002. Pourquoi cette soudaine attaque contre une organisation qui a tout de même fait beaucoup pour le cinéma américain depuis 1944, René? Écoutez, Claude, c'est les temps qui ont changé et j'ai envie de dire heureusement. Le MeToo Movement est passé par là, Black Lives Matter Movement est passé par là. Les années Trump aussi, alors là, c'est le changement par la négative, j'ai presque envie de dire, sont passés par là avec tous les remous qui en ont suivi. Donc, nous sommes dans une nouvelle période où il y a une plus grande conscience de ces problèmes. Ceci dit, vous savez très bien, Claude, je sais que vous suivez, vous êtes un cinéphile, ça fait des années que cette question est posée sous des angles différents, que ce soit pour à leur niveau comme pour les Oscars, pour tous ces festivals où les votants, la grande majorité des votants ne représentent pratiquement pas du tout il n'y a pas de diversité. Et c'est pour ça qu'au résultat, à chaque fois, c'est toujours un peu les mêmes résultats et c'est toujours les mêmes cris d'orphée que l'on entend une fois que les résultats sont annoncés, parce qu'il n'y a aucune diversité, il n'y a aucune compréhension de la perspective des autres, de la perspective des minorités culturelles, des minorités du genre, etc. Et donc, au fond, c'est le même système qui se reproduit. Donc là, c'est intéressant que, sans plus de ça, que ce soit NBC qui, de manière aussi catégorique, définitive, parce que j'avoue que même moi, j'étais un peu surpris, disent à côté, là, on met un holà. Je trouve que c'est intéressant et que c'est une bonne chose. Oui, c'est assez intéressant parce que la cérémonie des Golden Globes est tout de même la troisième la plus populaire. Il y a les Oscars, il y a les Grammys et puis il y a les Golden Globes. Alors, évidemment, on peut reprocher aux journalistes étrangers de l'association d'avoir manqué un peu de sensibilité. Les choses n'ont pas été arrangées quand l'un de leurs présidents a critiqué le mouvement Black Lives Matter en disant que c'était un mouvement de haine raciste et qu'il avait qualifié sa cofondatrice de marxiste autoproclamée. Donc, évidemment, pas de noir depuis... C'est amusant, Claude, parce qu'il n'était pas très bien placé pour faire une telle critique. Hein, si on regardait son propre background, c'était amusant. Alors, d'un autre côté, l'association, cette année, a couronné nombre de femmes et nombre d'acteurs afro-américains. Et autre surprise, cette attaque soudaine des majors de Hollywood, la Warner, les autres, les grandes plateformes, Netflix, HBO, vous voyez Tom Cruise retourner 3 de ses Golden Globes pour Jerry Maguire, né un 4 juillet, Magnolia. Alors, ça surprend un peu de la part d'une industrie qui, au contraire, en général, courtise les membres de cette association et même essaie de les acheter à coup de pots de vin en les invitant à
à des dîners fabuleux, à des voyages dans des lieux exotiques. Alors, on comprend mal ce qui s'est passé et pourquoi maintenant, vous voyez. Et justement, une année où l'association a montré qu'elle n'était pas forcément raciste ou homophobe ou sexiste par le choix de ses prix. Ouais, écoutez, je me souviens de cet article du Washington Post il y a quelques années où, pour illustrer les changements à Hollywood, et le journaliste ou la journaliste, je ne me souviens plus, était parti des réservations des parkings à Disney pour montrer que les trois principaux parkings les plus proches de l'entrée qui sont réservés aux gens qui ont les positions les plus élevées, tous les trois étaient des minorités. Je me souviens qu'il y avait Ryan Coogler qui avait fait Black Panthers. Je crois qu'il y avait Eva DuVernay, je me souviens plus. Et la troisième, c'était la réalisatrice productrice de Scandale. Donc, tous les trois étaient des Noirs, comme par hasard. Alors, je me souviens que le journaliste avait démarré son article en montrant cela et il disait que c'était vraiment emblématique des changements à Hollywood. Donc, je pense que tout ça est passé par là et que bon, ça peut faire du bien à l'industrie, il me semble. Oui, peut-être. Et si vous permettez... Et si vous permettez, Claude, je crois que vous avez souligné aussi quelque chose de très important. La multiplicité maintenant des distributeurs, notamment du côté end distributeur du service à la clientèle directe. Donc, toutes les plateformes auxquelles vous avez fait allusion, que ce soit Netflix, Prime, Epix, HBO Max, bref quoi. Tout ce qui est le streaming a aussi pas mal révolutionné l'industrie, qui est devenue plus démocratique, qui s'est plus démocratisée. Et donc, je crois que tout ça, c'est en tout cas, au résultat, c'est bon pour le consommateur. Oui, absolument. En tout cas, certains disent qu'il y a peut-être un peu de jalousie parce que financièrement, l'association vaut tout de même 60 millions de dollars. Eh bien, nous sommes sur le point de nous quitter, mais je ne voudrais pas le faire sans terminer avec cette excellente nouvelle des autorités sanitaires américaines, de la CDC. Les personnes vaccinées, celles qui ont eu leurs 2 vaccins ou le vaccin Johnson, peuvent désormais se passer du masque et de la distanciation sociale et reprendre leurs activités normales. Alors, comme on dit à Hollywood, c'est une happy end. C'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. Merci René. Bon anniversaire à Denis. Si on avait su, on aurait apporté un gâteau et chanté Happy Birthday. Merci Herman. Sans oublier notre producteur-réalisateur Serge Nchemba. Merci à vous tous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions et adressez-les à frenchbuzztv.com. Ici Claude Porcella à Washington. À bientôt.